Bonsoir à tous, bienvenue sur Canal 10, nouveau plateau pour cette nouvelle saison, pour cette nouvelle année. Donc déjà, bonne santé à tous, bonne santé à tout le monde, c'est très très important la santé. Et nous avons changé de format. Comme vous le voyez, nous sommes maintenant le vendredi en prime et nous allons faire plein de débats économiques. Il y a beaucoup de sujets à traiter, alors je vous assure, la liste est très très longue, hein. Donc on peut faire de l'argent avec beaucoup de choses en Guadeloupe. On va étudier tous les sujets avec lesquels on va faire de l'argent, avec lesquels on peut écouter de vrais, comme le sel par exemple. Il va falloir qu'on fasse une vraie émission sur le sel, la production du sel. On en a déjà parlé plusieurs fois ici. Ce n'est pas normal que nous soyons en plein milieu de l'océan et que nous ayons de sel qui arrive par conteneurs. Comment se fait-il? Qui est responsable? Qui n'a pas fait son travail dans tous nos politiques? On va bien évidemment encore se faire des amis cette année, mais vous avez le droit à la parole. Et bien évidemment, nous changeons de format. Donc, vous allez pouvoir intervenir en fin d'émission. On va ouvrir la ligne et vous pourrez poser vos questions sur le thème que nous allons étudier ou bien développer chaque vendredi soir. Aujourd'hui, nous avons un super plateau. Nous allons parler de l'insertion professionnelle en Guadeloupe. Donc, qu'en est-il? On se souvient qu'en 2015, le journal France Antilles titrait déjà sur le sujet parce qu'il y avait déjà un problème quand même. On va en parler tout à l'heure avec nos intervenants qui vont nous donner un petit peu leur point de vue et qui vont nous expliquer ce qu'ils font. Donc ce soir avec nous, bonjour, on va commencer par madame. Donc nous sommes avec madame Cindy Decimus de Jeunesse Outre-mer. Bonsoir. Bonsoir. Oui, moi je suis dans le soleil et je dis bonjour à cette heure-ci. À côté de vous, il y a Juanito Valetudi. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir et meilleure année à tous. Ah, très important, merci beaucoup. Avec nous, bien évidemment, vous les connaissez déjà, Nicolas Joachim Eugène, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Et à côté, Gilles Casimir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, comment ça s'est passé pour vous les fêtes? Comment ça se passe cette année là? Quelles sont les résolutions? On va travailler? Oui, ça va être une belle année. Là, ça, c'est un oui. Oui. Et les autres pour le... Non, on ne travaille pas cette année, on est cool décontracté. Comment ça va se passer pour vous? On travaillera quand il le faudra. Quand il le faudra. Alors, on va faire les présentations pour ceux que les gens ne connaissent pas encore. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement de manière à ce qu'on puisse venir au sujet qui nous intéresse ce soir, c'est-à-dire l'insertion professionnelle en Guadeloupe, puisque si vous êtes là, c'est parce que vous êtes des professionnels dans ce domaine particulier. Donc, on va faire un bilan dans un premier temps pour savoir ce qui s'est fait avant. Et dans un deuxième temps, voir ce qu'il reste à faire, ce qu'il faudrait faire, quelles sont vos idées, quelles sont surtout les actions que vous mettez en place. Alors, allez-y, bon, on va commencer par vous. Allez-y, présentez-vous, s'il vous plaît. Alors, je suis Cindy Decimus et je suis déléguée régionale Guadeloupe au sein du réseau Jeunesse Outre-mer, qui est une association qui vise à accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle. Pour cela, on met plusieurs actions en place, notamment sur la recherche d'emploi, également dans la création d'entreprises. C'est un réseau qui a été créé en 2013, fondé par Loïc Iscaïès et Myriam Heinz, initialement en région parisienne. Les adhérents, entre-temps, ont grandi, évolué et ont souhaité, pour certains, rentrer dans leur territoire d'origine. Et on essaye de faire le pont entre, du coup, les territoires ultramarins et également l'Hexagone pour favoriser les échanges entre jeunes, entre professionnels, pour garantir leur insertion. D'accord, alors très intéressant comme structure et c'est vrai qu'on a vu l'évolution, surtout que ça correspond avec ce qu'on va voir ce soir, puisque le France Antilles disait qu'il manquait des structures d'insertion en Guadeloupe à l'époque où ils ont sorti leur article. Donc comme ça, on peut voir un petit peu ce qui a été fait entre-temps. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation ce soir. Bonsoir monsieur, alors allez-y. Pareil, présentez-vous. Bonsoir, alors Juanito Valetudi. J'interviens depuis un peu plus de 25 ans dans le domaine de l'insertion par l'activité économique en Guadeloupe et à travers plusieurs structures, dont principalement le Centre guadeloupéen d'initiative locale que je dirigeais et maintenant donc avec la Fondation pour l'insertion et le développement local sur des chantiers d'insertion donc et sur des actions de formation, puisque nous en avons fait beaucoup aussi, de formation et puis de développement local, à savoir l'accompagnement des jeunes et des moins jeunes qui souhaitaient donc se lancer dans des activités sur des logiques d'activité locale qui puissent être vecteurs de développement. Voilà. D'accord, alors effectivement, vous avez un gros bagage dans tout ce qui est insertion professionnelle.
Alors pareil, messieurs, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que vous faites? Nicolas, en plus, plusieurs casquettes. Oui. Alors, Nicolas Joachim Eugène, donc chef de projet au niveau du réseau DMJ. Et le lien en fait avec l'insertion, c'est qu'en fait au niveau des informations qui sont transmises et des dispositifs médias mis en place, il y a eu durant cette vingtaine d'années écoulées beaucoup de projets d'insertion et un grand nombre d'expériences aussi et de retours opérationnels à donner sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui fonctionnera jamais, et on va en parler tout à l'heure. Intéressant. D'accord. Intéressant. Bonsoir, rebonsoir, Gilles Casimir, je suis coach professionnel, j'interviens dans le cadre de chantier d'insertion. J'organise des ateliers en individuel ou des ateliers de groupe. Et d'ailleurs, j'en profite pour donner une force à Jeunesse Outre-mer, au DMJ, également aux deux chantiers Insertion Plus, à Passeport Réussite, au chantier d'insertion de l'association Paysages d'Avenir, à la ressourcerie de la commune de Morne-à-l'Eau, et également le chantier d'insertion à la commune de Petit Canal, il y a quelques mois déjà, pour l'aménagement du parc. Voilà, donc une grosse force à eux, j'ai l'occasion de leur donner la force, donc j'en profite. D'accord. Alors, pour commencer déjà, alors, Monsieur Valétudi, il y a quelques années, en plus, c'était le 23 mars 2015, il y a eu un article qui est sorti, donc c'est vraiment un hasard que vous soyez là ce soir, parce que je voulais en parler, qui titrait « Les structures d'insertion en souffrance ». Et c'est vous, je crois, qui aviez fait l'interview. Vous disiez qu'il y a un manque, enfin, les structures et autres chantiers d'insertion en Guadeloupe sont en but d'énormes problèmes financiers, retard de financement, lois et décrets mis en place sans préparation. Est-ce que vous constatez qu'il y a eu une évolution? Est-ce que ça a changé? Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les problèmes qu'il y avait auparavant? Oui, en fait, cet article, c'était pas qu'il y avait un manque de structure, c'est que les conditions d'existence des structures n'étaient pas les meilleures. Donc, ce qui conduisait à la mise en difficulté de la plupart des structures qui existaient à l'époque. Alors, il faut savoir qu'en 20 ou 30 ans, il y a eu une déperdition, on dira, d'une bonne vingtaine de structures qui ont été peu ou prou remplacées par d'autres, mais enfin, les structures n'ont pas effectivement pérennisé pour la plupart, sauf deux ou trois, les deux ou trois plus grosses, mais enfin, elles ont beaucoup péri durant les 20 dernières années. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu une politique suffisante de soutien structurel de ces structures-là pour pouvoir donc aller vers de l'emploi durable dans les structures, mais aussi pour soutenir les potentialités d'emploi qu'il y avait à créer sur le territoire pour les personnes qui étaient issues de ces structures-là. On a beaucoup parlé de l'école, par exemple, de la deuxième chance. Est-ce que ça pourrait rentrer dans l'exemple des parce que là, on ne sait pas trop finalement comment ça se passe pour cette structure maintenant. Donc, est-ce que ça peut rentrer dans les exemples, enfin, dans un exemple par rapport à ce que vous dites? L'école de la deuxième chance a pour mission, en fait, c'est une école. Donc, on est vraiment dans la formation et de la formation professionnelle. Elle a pour but de donner justement une deuxième chance à des personnes qui n'ont pas réussi leur parcours scolaire. Donc, on est dans l'insertion, bien sûr, mais on n'est pas effectivement sur l'insertion pour l'activité économique, qui, elle, se met en place avec des personnes qui sont maintenant des salariés en insertion et qui donc reçoivent de l'accompagnement, reçoivent de la formation, font une action de production sur des actions d'utilité donc sociale. Donc, on est dans deux registres un petit peu différents. Voilà, c'est de la formation pure, formation classique, ou alors de l'insertion pour l'activité économique, qui est finalement un acte économique mis en œuvre par des personnes qui ont des difficultés particulières, sociales, qui ont des difficultés au point de vue économique, qui ont des difficultés au point de vue scolaire, qui ont des difficultés autres du point de vue de leur santé, de leur capacité à s'intégrer socialement. Donc, on est sur deux dimensions différentes. Et l'école de la deuxième chance a donc un travail, on dira, complémentaire par rapport à ce qui se fait dans l'insertion pour l'activité économique.
D'accord. Est-ce qu'au niveau de l'accompagnement pour Jeunesse Outre-mer, vous avez été, par exemple, est-ce que vous avez eu assez de finances? Est-ce que vous avez eu des locaux, des dispositions? Est-ce que tout était bon pour vous, pour que vous puissiez vous développer? On a essayé de faire en sorte que tout soit bon pour nous. L'idée, c'était vraiment de travailler en partenariat aussi bien avec les collectivités, les communes, mais également aller rechercher des financements auprès de fondations, enfin des financements privés, pour nous permettre d'avoir les moyens de nos ambitions et du coup développer les projets que l'on souhaitait mettre en place, notamment Insertion Plus par exemple ou le Passeport Réussite. Et voilà. Alors, pourquoi du financement privé? L'insertion, normalement, c'est quelque chose qui est censé être budgétisé par les différentes collectivités. Est-ce qu'à l'époque, peut-être les politiques, ça les intéressait pas, le retour au pays, ou pourquoi il a fallu aller chercher dans la poche du particulier? Il s'avère que les collectivités peuvent financer à hauteur de 80% le projet que l'on souhaite mettre en place. D'où la nécessité justement d'aller chercher des financements complémentaires pour pouvoir mettre en place nos actions. D'accord, d'accord. Et en même temps, pour compléter un petit peu ce qui vient d'être dit, la dynamique de mise en place de projets avec financement public, c'est toujours un soutien de départ. Ça veut dire qu'il y a quand même des nous à mettre en place première étape là, mais il faut qu'on soit ancré, on va dire, dans le tissu économique. Et c'est pour ça qu'en fait, ce ne sera pas parce que les politiques ne font pas leur travail ou autre, ça sera toujours comme ça. De toute façon, un projet qui serait uniquement basé sur des financements publics ne va pas durer et de toute façon, c'est un modèle économique qui n'est pas viable. Donc effectivement, et c'est intéressant que tout le monde l'entende, c'est important dès le départ d'envisager des sources de financement privées ou annexes. Sinon, c'est pas la peine d'entamer aucun projet. D'accord. Non, pour ma part, rien à rajouter. D'accord. Ouais. Donc avant, quel est votre bilan finalement sur la manière dont ça se passait avant par rapport à cette année qui vient d'arriver? Quel est votre point de vue? En fait, je trouve qu'il y a un bouillonnement. Je trouve qu'il y a une forte envie. Il y a une jeunesse qui est en mouvement. Il y a beaucoup d'adhésion. Alors, pas suffisamment. Il y a encore du travail, mais il y a une forte volonté, en tout cas. Que ce soit pour accéder à un emploi salarié ou pour créer son entreprise. Mais il y a une volonté de la part de cette jeunesse. Maintenant, il y a beaucoup de dispositifs. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Maintenant, il faut créer peut-être des synergies ou rendre tout ça plus cohérent ou améliorer le fait de travailler ensemble. Voilà. C'est quoi? C'est le parcours qui est compliqué ou c'est les gens qui ne se renseignent pas eux-mêmes? Alors, pour ma part, en tant que coach, ce que je vois très souvent, c'est qu'il y a beaucoup de freins personnels. C'est-à-dire que, par exemple, le DMJ, on voit que ce sont des jeunes qui sont confiants, qui sont volontaires. À Jeunesse Outre-mer également, il y a des jeunes qui viennent, mais ils sont peu nombreux. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que ce n'est pas accessible, en fait, ou peut-être qu'ils n'ont pas les capacités, ou qu'ils ne pourront pas. Et c'est vraiment dommage parce qu'ils ont tous des potentiels, en fait. Oui, et qu'une fois qu'ils se lancent, bien souvent, en plus, ils réussissent leur projet. Oui, ils se surprennent eux-mêmes. Oui. D'accord. Et comment ça se passe sinon, maintenant, puisqu'on a vu un petit peu ce qui fonctionnait pas. Tout à l'heure, on a dit qu'il y a des choses qui fonctionneront jamais. On va en parler tout à l'heure. Mais aujourd'hui, comment ça fonctionne, l'insertion en Guadeloupe? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer la situation? Aujourd'hui, en fait, on est toujours sur les mêmes, problématiques, mais surtout sur les mêmes recettes, parce que de toute façon, l'insertion, elle est mise en place pour guérir certains maux de nos sociétés, mais les sociétés telles qu'elles sont, et surtout les nôtres qui sont des sociétés, démocratiques, du monde un petit peu... j'ose pas dire libéral, il y a toujours production d'un certain nombre de personnes qui sont hors du système, qui sont effectivement des borderline, qui sont des personnes délaissées, qui sont des personnes asociales, qui sont des personnes tout simplement sans emploi, en tout cas des personnes qui ne trouvent pas leur place. Et l'insertion, normalement, a pour but de donner à ces personnes-là des perspectives qui leur permettent de retrouver une certaine autonomie et de devenir des acteurs efficients du système où ils vivent. Sauf qu'il y a certaines, évidemment, qui ne se retrouvent jamais dans ce système, ou qui le refusent, ou qui, effectivement, n'y trouvent pas leur place, tout simplement. Donc, les remèdes qui sont mis en place, donc l'insertion par l'activité économique notamment, donc visera à réparer, entre guillemets, un certain nombre d'handicaps sociaux,
Et puis de dire aux personnes, voilà, nous allons vous rendre du moins efficaces pour être acteurs dans la société où vous vivez. Donc il s'agit aussi donc de rendre les gens plus autonomes et plus donc capables d'accepter, d'assumer leur situation humaine, sociale et leur vie future. Bon, donc il y a des remèdes qui sont mis en place actuellement. Bon, il y a, je crois donc ici sur le sol de Guadeloupe entre 35-36 structures d'insertion. Bon, à certains moments, il y en a eu plus, à d'autres, il y en a eu un petit peu moins. Mais c'est la philosophie même du système qu'il faut donc analyser parce qu'on ne peut pas tout demander à l'insertion, on ne peut pas trop lui demander. Elle est là simplement en termes de système alternatif pour pouvoir donc corriger un certain nombre de défauts des sociétés modernes telles que nous les vivons. Donc, vu de cet œil-là, les moyens maintenant qui lui sont alloués sont toujours des moyens qui sont forcément insuffisants, puisque, encore une fois, il y a des personnes qui ne s'y retrouvent pas, mais ce sont des moyens qu'il faut utiliser à bon escient et qu'il s'agit effectivement donc de rendre les plus opérationnels possibles avec le plus de monde possible, sachant qu'on ne pourra pas, vraisemblablement, atteindre les 100% de réussite ou de résultat. Donc, je crois que c'est toujours, on est toujours dans cette perspective-là, et on risque d'y être encore, puisque les politiques qui ont évolué jusqu'à présent pour transformer un peu le monde de l'insertion, et notamment de l'insertion pour l'activité économique, mais le système lui-même n'ayant pas forcément beaucoup évolué, on se trouve dans la situation où c'est ces remèdes-là qui sont mis en place et qui peuvent marcher si on s'y donne beaucoup, si on leur donne beaucoup de moyens et si les acteurs qui effectivement managent ces systèmes-là sont fortement impliqués dans ce qu'ils font. Je rejoins ce qui a été dit. Le but, c'est vraiment de rétablir l'autonomie des jeunes que nous accompagnons. Pour ça, on leur met à disposition un certain nombre d'outils, notamment un ordinateur, une clé 4G si jamais ils n'ont pas de connexion Internet chez eux. Et on essaye également de lever les freins périphériques du coup à cette insertion professionnelle, notamment la garde d'enfants qui peut poser problème parfois pour les femmes qui souhaitent s'insérer professionnellement, ou encore la mobilité, parce qu'on est sur une île qui n'est pas nécessairement desservie par des transports en commun comme on peut trouver dans de grandes villes. C'est des choses qu'on essaie de mettre en place avec nos jeunes. Et on leur propose également d'être accompagnés par des jeunes eux-mêmes qui ont fait ce travail sur eux-mêmes pour pouvoir s'insérer professionnellement et qui peuvent témoigner du coup de leur expérience et leur donner quelques clés, quelques conseils. Justement, j'allais demander si ça concerne que les jeunes. Je prends un exemple tout simple. Chaque année, on a des chroniqueurs pour traiter un thème. Et l'année dernière, c'était les femmes, puisque les chiffres des femmes, c'est une catastrophe. Donc, il faut savoir surtout sur notre département, on a les pires chiffres. Donc, là où les femmes sont les plus pauvres, puisqu'elles ne travaillent pas. Surtout qu'il y a pas mal, on va dire, bon, il n'y a pas des ghettos, mais il y a encore des femmes qui sont assez ghettoisées, qui ont des enfants. Des fois, elles subissent de la violence et elles n'arrivent pas à sortir de ce cercle-là. Donc, par exemple, ces femmes-là, je pense que l'insertion professionnelle, ça pourrait être quelque chose de bien pour elles, parce que bien souvent, elles ont besoin d'une situation pour pouvoir évoluer un petit peu dans leur vie. Mais soit, des fois, il y a des problèmes de garderie dans la commune, ou soit... Donc, comment vous faites, par exemple, pour un public aussi fragile que ce genre de femmes ? On prend le temps de les écouter déjà dans un premier temps pour connaître leur situation et après on essaie de les orienter vers les personnes qui seront à même de les aider. Notamment lorsque je parlais des problèmes de mobilité que certaines peuvent rencontrer, on a mis en place un partenariat avec le groupe Barboto qui fournit des bons d'essence auprès des stations CAP, ça peut leur permettre déjà d'avoir ne serait-ce que de l'essence dans leur voiture pour pouvoir se déplacer et se rendre sur les ateliers qu'on propose. Et on avait également mis en place un partenariat avec Aroulis qui proposait des passes pour leur permettre de se rendre plus facilement également sur les ateliers. Ça, c'est bien ça. Nicolas, politiquement, est-ce que les élus,
ils ont conscience, par exemple, que des fois, dans des villes, il faut mettre 1 ou 2 crèches dans certains territoires, ou qu'il faut plus de bus. L'autre jour, puisqu'on a commencé quelque chose avec la Cour des comptes, le président là, de notre région me disait, si encore, avec tout le personnel qu'on a au niveau du service public, il était fonctionnel, ce serait génial, mais c'est pas le cas. Donc, il y a souvent des rappels dans les communes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça, c'est un sujet qu'ils entendent? Est-ce qu'ils ne sont pas du tout au courant? Ou comment ça se passe? Est-ce que vous avez un avis dessus? Alors, il faudrait leur poser la question. Après, maintenant, moi, je voulais continuer à mettre un petit peu les pieds dans le plat. L'insertion, c'est vraiment un domaine spécifique. C'est un vrai métier, un vrai ensemble de métiers. Il y a des choses qui sont vraiment urgentes et nécessaires sur les territoires. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a eu ce domaine de l'insertion, même si il y a de nouvelles dénominations, notamment en matière d'inclusion, etc. Effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas pour un public en particulier, c'est pour tous les publics qui sont justement en difficulté. Et le souci qu'on a aujourd'hui, on peut pas avoir un monde qui fait séparer manger. D'accord? Le problème, c'est que la gangrène est tellement montée partout que moi, si j'observe par exemple ce qui s'est passé ces 20 dernières années, encore avec ni on loue chantier d'insertion, dispositifs d'insertion, etc., qui mettent en place, aidez-les, les responsables même de ces projets-là ont besoin d'insertion. Ça veut dire qu'ils ont une main devant, une main derrière, ils ne savent pas comment ils vont payer les salariés, ils ne savent pas si l'entreprise va exister l'année suivante, et ils sont censés s'occuper d'un public en difficulté. Et en plus, les subventions qu'on leur a promis, quand on le leur donne, si on le leur donne, c'est un paquet à papier, un paquet à butin que ces personnes qui financent, des fois, ne surveillent même pas correctement quand ce n'est pas leurs amis. D'accord? Donc aujourd'hui, on est un peu dans une difficulté où, en fait, quand on a la mise en place de dispositifs d'insertion, il faut un regard encore plus précis sur l'expérience, la capacité, la viabilité des projets qui sont mis en place. Et il faut un vrai soutien à la structure qui met ça en place. Parce qu'en réalité, cette structure devient encore plus précieuse que toutes les autres. Parce qu'à ce moment-là, il sert, ce vecteur-là sert à s'occuper de personnes en difficulté. Or, ce que moi j'ai constaté au fil des années, c'est que ces structures étaient ballottées comme toutes les autres. Et finalement, quand tu as des gens qui entendent qu'il y a une possibilité d'avoir un marché, par exemple, sur telle opération de cette compagnie, ils viennent, c'est un appel à projet, c'est de l'argent. Ils déposent, mais ils ne se rendent pas compte de tout ce qu'il y a derrière. Parce qu'il y a des projets d'insertion, il faut savoir que nous, des gens, tu as là qui courent derrière, tu as là, ils vont savoir. Parce que c'est des gens qui, à certains moments, quand ils ont des problèmes entre eux, ce n'est pas dans tous les cas. Hein, mais je veux dire, il faut avoir une équipe capable d'anticiper tout ça. Or, quand il y a ces appels à projets, quand il y a ces opportunités, on traite ça comme si c'était une possibilité d'avoir de l'argent ou de faire survivre notre propre structure. Erreur, puisqu'après, les deux vont sombrer. La structure qui a mis en place le projet d'insertion et le public cible qui a galéré pendant ces opérations-là. Et aujourd'hui, quand on regarde en Guadeloupe, regardez ça bien, c'est toujours le même bitin-là. Public-là en difficulté et structure-là en difficulté. Donc aujourd'hui, si vous voulez, moi, je pense qu'il n'y a pas à blâmer ni le public cible, ni les structures. Tout le monde est victime dans ça. Parce qu'aujourd'hui, même quand il y a des financements qui sont signés, les comités de suivi, parfois, ne se font pas correctement. Les subventions pour avoir le solde, c'est la croix et la bannière. Et en attendant, je ne la faut payer. Parce que c'est la jolie sortie ou bien sortie, c'est un cas qui vient prendre l'argent là. D'accord? Oui. Parce que tu lui as dit, on va faire ça, on va réussir à machin, et qui jouera payer. Donc tu n'as pas d'échappatoire en fait après. Donc aujourd'hui, si vous voulez, il n'y a personne à blâmer sur les deux publics cibles. D'accord? Maintenant, au niveau des pouvoirs publics, ce n'est pas tout le monde qui a à blâmer. Il faut bien observer ce qui se passe. Et méfiez-vous des gens qui font des amalgames. Quand il y a des raisonnements qui sont trop simples, méfiez-vous. Parce que souvent, il y a de la politique derrière. Oui. D'accord? Donc, aujourd'hui, la vraie solution, déjà, c'est de comprendre qu'il n'y a pas qu'un monde qui fait séparer manger. Ce n'est pas possible. Or, avec la gangrène qui est développée, toutes les difficultés et tout,
on sait déjà que chacun va essayer de récupérer des marchés. Maintenant qu'on sait que c'est le cas, la solution, on en a parlé tout à l'heure, c'est la mutualisation, c'est la communication. Par exemple, il y a quelques jours, il y avait une super opération au Hall des Sports du Gosier avec les acteurs de la solidarité. Bon, il y a les interviews notamment sur le net. Il y a beaucoup d'acteurs qui proposent beaucoup de choses et les gens ne sont pas au courant. Oui. Vous voyez? Donc, en gros, si vous voulez, là, déjà, il y a un grand gap, un grand manque, c'est la communication. Ouais. Si on se transmet l'info, d'accord? On explique ce que Jeunesse Outre-mer fait. On explique ce que les 66 acteurs qui étaient là au Hall des Sports du Gosier font. Vous pouvez regarder les vidéos, c'est sur le réseau DMJ, ce sera bientôt aussi sur la préfecture, etc. Si on commence déjà à remplir, en fait, ce vide-là, pour qu'elles nous savent, ça chaque monde qu'a fait. Déjà, il y aura un petit peu moins de problèmes sur les structures porteuses qui galèrent, en fait, quand elles commencent à mettre en place les choses. Donc, la communication. Et ensuite, on l'a dit, Gilles l'a dit tout à l'heure, c'est la mutualisation, que nous apprenons à travailler ensemble. Cindy l'a dit tout à l'heure aussi. Ça, c'est important. Parce qu'on n'a pas inventé l'eau chaude. Ni des moules qui ont fait insertion. Il faut nous parler avec eux, il faut nous garder qui gens mettent ça en place. Pour que nous pas mettre même projet là, même côté là. Au café là, eh ben ok, moi, qui fait à côté et nous qu'à mutualiser. Il y a d'autres publics, il y a différents publics. Et Absolument. C'est vrai qu'on a vu les grèves, les manifestations de personnel, de structures qui n'avaient pas été payées, où le personnel n'avait pas touché les... C'est vrai que c'est compliqué. Un mot peut-être, Gilles Casimir? Mais en fait, quoi rajouter à ce que Nicolas a dit? Il a brossé un portrait. Maintenant, moi, j'aimerais plutôt peut-être intervenir au niveau des bénéficiaires. Au niveau des personnes qui sont devant tout ça et qui se posent la question, on tombe vite dans la posture victimaire en se disant bon, mais de toute façon, ça va pas servir à rien. Sauf que ce sont des outils qui existent. Alors, c'est pas parfait, mais ce sont des outils. Donc, il faut quand même les utiliser. Oui, c'est-à-dire qu'il faut se bouger, il faut y aller. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'information, mais il faut quand même y aller. Et à ces personnes, j'ai envie de leur dire faites attention à votre entourage. Vous avez parlé des femmes tout à l'heure. Faites attention à votre entourage. L'entourage est très important pour ces personnes qui sont déjà en défaut de confiance, qui sont dans une négativité permanente. Donc, il faut vraiment que ces gens-là soient encouragés déjà par leur entourage. Et si vous n'avez pas un entourage bienveillant, eh bien, ça va mettre tout le monde à côté. Et profitez des outils. Allez-y parce que vous pouvez faire. Je ne voulais pas rajouter à ce qui avait déjà été dit. Voilà. D'accord, très intéressant. Bon, tout à l'heure, on va lancer la publicité, mais du coup, par rapport au fait qu'il y ait beaucoup de structures, qu'il n'y ait pas assez de communication, que les gens ne sont pas au courant, vous pensez qu'il faudrait faire quoi? Parce que la mutualisation, c'est une bonne idée. Est-ce qu'il faudrait créer un réseau avec toutes les structures ensemble, des groupes avec toutes les structures ensemble, que chacun cotise 5 € pour faire de la publicité ou faire plus d'événements? Par rapport à cette histoire de communication et pour se séparer la patientèle, si je peux dire, puisque c'est un petit peu comme des médecins, les gens qui vont faire de la réinsertion, puisque ça va soigner les gens dans leur vie courante. Qu'est-ce qu'il faut apporter comme solution à ça, selon vous? Utiliser les canaux du public cible, ne serait-ce que pour que l'information leur parvienne. Et comme l'a dit Nicolas, il faut qu'on mutualise aussi nos efforts. Lorsqu'un jeune arrive en fin de parcours, on peut toujours l'orienter vers une autre structure qui peut répondre à un autre besoin. Donc il ne faut pas se dire, voilà, c'est mon public, et je l'ai accompagné et j'en suis fier. Non, il faut se dire, voilà, qu'est-ce qui est dans l'intérêt du bénéficiaire et vers qui je peux l'envoyer par la suite. Donc, question, est-ce que, par exemple, vous travaillez avec les écoles? Par exemple, vous allez au rectorat et vous leur dites, voici, je ne sais pas, tous les prospectus ou toutes les cartes de visite. Parlez-en aux élèves pour si jamais un jour ils en ont besoin, qu'ils sachent que ça existe, ou bien autour d'eux. Est-ce que ça, par exemple, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant? Alors oui, on fait des interventions, ne serait-ce que dans les centres de formation. Et on collabore également avec d'autres structures qui interviennent directement dans les écoles. Je pense notamment à 100 000 entrepreneurs qui interviennent souvent dans les collèges et lycées. À ce moment-là, on participe et on sensibilise également sur ces questions. D'accord. Bon, je voudrais vous poser une question très rapide sur les jeux concours, ou les concours. Je vois qu'il y a régulièrement, par exemple sur Jeunesse Outre-mer, des fois vous faites des petits concours. Vous allez nous expliquer ce que c'est et comment les gens participent, est-ce que ça les motive, comment ça fonctionne, mais on va en parler après la publicité. On revient dans quelques instants.
Alors, pour ceux qui nous rejoignent, bonsoir, nous sommes sur le plateau Entre Proms. Maintenant, nous sommes passés en prime et nous allons parler de tous les sujets économiques qui touchent notre territoire, notre Guadeloupe et plus largement les Antilles-Guyane aussi, puisqu'on aura des intervenants un petit peu partout. Ce soir, on parle de l'insertion professionnelle en Guadeloupe. Mais, donc, première partie, on a regardé ce qui se passait avant, ce qui se passe maintenant. Mais lorsqu'on parle d'insertion professionnelle, il faut que les gens soient aussi disponibles. Donc, on a parlé de motivation tout à l'heure. Mais là, moi, il y a un sujet sur lequel je voudrais revenir. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est par rapport aux crèches. C'est une question que j'avais posée à la commune de Pointe-à-Pitre pendant la route du Rhum. Il y a eu un rapport qui est sorti l'an dernier, puisque tout 2022, on a parlé du travail des femmes, l'emploi, le retour à l'emploi des femmes. Néanmoins, il reste encore quelques problèmes. Au niveau de l'insertion, c'est difficile pour certaines femmes de se lancer puisqu'elles n'arrivent pas forcément à faire garder leurs enfants. Donc moi, je voulais avoir vos avis sur les crèches. Est-ce que politiquement, nos responsables économiques et nos élus, vous pouvez parler, de toute façon, on connaît déjà, c'est moi qu'on va appeler, vous inquiétez pas. Est-ce que politiquement, il n'y a pas un manque sur notre territoire au niveau des structures pour accompagner la vie sociétale qui pourrait aider à tout ce qui est insertion, développement de l'emploi? Quels sont vos avis sur ça? Nicolas. Déjà, le constat il est clair sur le terrain. Il y a un énorme manque. Donc, c'est sûr que le constat il est négatif. D'accord? Après, maintenant, concernant les non mises en place, les responsabilités, ça aurait été intéressant d'être avec les intéressés pour en parler. Mais ce qu'on peut déjà dire, c'est que dans le constat, là, pas ni résultat. Pour l'instant, il n'y a pas pour dire que nous avons attaqué pour nous, nous avons dit ça. C'est que lorsque tu as besoin de mettre en place un projet, il n'y a pas en face la possibilité justement pour ce public. Voilà. Donc après, ça ne veut pas dire que les projets n'existent pas. Comme je disais à Orantin tout à l'heure, ne serait-ce qu'à notre niveau, il y a quelques années, il y a eu un projet sur cette thématique-là qui a été premier au niveau national. D'accord? Ils ont même payé le billet pour qu'on aille 2 fois. Une fois, ils sont allés former les responsables du projet. Et la deuxième fois, c'est pour récupérer le premier prix. Alors, pour que les gens comprennent le nom du projet et qu'est-ce que c'était? Alors, je ne veux pas embarrasser les responsables du projet, donc je ne veux pas dire le nom du projet, mais je peux dire que la remise des prix s'est faite à Nantes et que tous les frais ont été pris en charge. Et l'objectif, c'était de former ces responsables de projet. Et c'était autour de la parentalité et des crèches, notamment en milieu étudiant. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il y ait plein de projets comme ça, qui vraiment carré, opérationnel. La question aujourd'hui, c'est un certain nombre de freins font que les projets, apparemment, ils s'additionnent. Ils n'arrivent pas, quand ils sont mis en place, à être coordonnés avec les autres, ou tout simplement, ils n'arrivent pas à avoir suffisamment de financement. Donc là, ça revient à ce que vous moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense, très sincèrement, que les 2 leviers qui manquent et sur lesquels il faut appuyer aujourd'hui, c'est la mutualisation. On ne peut pas mettre ton projet en place si on ne pas fait, on veille pour regarder qui monde qui fait ça, qui est-ce qui fait la même chose, dans quel territoire, sur quel public. Le projet, il peut être super, mais il ne vaut rien s'il n'y a pas une veille. Et dans cette veille-là, ça nous oblige à travailler aussi avec les acteurs financeurs potentiels, cofinanceurs privés ou autres potentiels, et aussi les autres acteurs de terrain, puisque nous, si on petit territoire, ça c'est le premier truc. Ça ne dépend pas des politiques, ça dépend de nous, celui qui met en place le projet. Deuxièmement, c'est la communication, qui encore une fois ne dépend pas des politiques, qui je nous organisé nous, à travers différents réseaux en nous. Et moi, je suis très heureux parce que les 3 personnes qui sont là, c'est des personnes qui fonctionnent comme ça. À la seconde près où j'appelle Gilles, il est là, on fonctionne avec les acteurs jeunesse. À la seconde près où on fonctionne avec Jeunesse Outre-mer, on s'appelle, on fonctionne, on diffuse les infos. Monsieur Valétudi, on a mis un certain nombre de projets d'insertion en place. On a géré plein de cas très critiques au niveau insertion. Et il fait vraiment son travail. On a pu mutualiser, on a pu communiquer. Aujourd'hui, il faut vraiment que ça devienne une culture. Qu'elle nous tout nous a fait ça. Parce que sinon, s'il n'y a pas la mutualisation et la communication pour que tout le monde sache ce que les uns et les autres font, nous qui été comme ça et nous qui dépendons encore des politiques ou de d'autres mondes en croyant que c'est eux qui ont la responsabilité. Mais je vais vous dire très franchement, même si les politiques faisaient leur travail et imaginons qu'ils font leur travail, d'accord? Je dis ni un ni deux, hein, chaque monde qui a décidé ça y va. Concrètement, si nous n'avons pas fait les deux, mutualisation et communication entre nous, il y a faire ça, il y a rien qui fonctionne. Oui, puisque... D'accord?
Parce que sinon, celui-là va faire son projet au même endroit, celui-là va faire son projet avec le même public, personne n'aura de collaboration et tout le monde comme en film. Là. Tu vois? Donc moi, je dis, aujourd'hui, là, effectivement, il peut y avoir des améliorations, sûrement, et ça va être très important, d'accord? Mais il faudra parler de ça avec les intéressés, s'il s'agit des politiques. Mais par contre, nous-mêmes, en tant qu'acteurs, et même en tant que public cible, nous pouvons essayer d'organiser, nous, déjà entre nous, nous, Internet, nous, deux, trois monde qui nous connaissent à dans réseau nous-mêmes, eh ben, nous commençons à fonctionner si ça, avec le peu que nous avons, sur les deux leviers. Moi, je peux parler que de ce à quoi j'ai accès. Maintenant, sur tout le reste, je suis très intéressé d'entendre parce que je sais que M. Valétudine a une très grosse expertise au niveau insertion. Je sais que Gilles a une vision assez précise, notamment au niveau de fonctionnement des collectivités, au niveau politique, etc. Je sais que Jeunesse Outre-mer aussi a une grosse expertise, notamment sur la mise en place de certains projets d'insertion. Là, on est intéressé aussi pour tendre d'autres solutions. Mais moi, de côté, on manque avec ces délais-là, n'importe qui peut faire. Ou de télé la journée là, on va dire qui j'en peux agir pour l'insertion. Mutualiser, essayer de garder pour. Mais en 7 ans, j'envoie des projets que c'est mon qui fait même 8 ans là, mais il n'y a pas même qu'à fonctionner ensemble. Oui. Il faut être complémentaire. Tu vois? Et on essaie de garder si nous fonctionner ensemble. Et ensuite, on communique. On communique. Si on ne le fait pas, à part l'État, à part pour le monde qui fait bon. Ben, quoi dire? Il y a beaucoup de dispositifs. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup d'aides. Il y a beaucoup d'aides. Quand on voit qu'il y a une crise, comme la crise qu'on a vécue l'an dernier, avec tous les dispositifs qu'il y a quand même, parce que moi j'attendais les élus dire, mais attendez, mais il y a beaucoup de choses, il faut aussi vous déplacer. Est-ce que les gens ne doivent pas aussi quand même, aussi d'un côté, se responsabiliser un petit peu pour aller chercher? Quand il y a beaucoup de choses comme ça, c'est pas lisible en fait. C'est pas très clair. Donc il faudrait organiser les choses différemment. Oui, il faut peut-être centraliser les choses. Alors, on n'habite pas... Enfin, il faut centraliser les choses. Ce serait bien que les personnes concernées, puisque j'imagine que l'insertion concerne le département, concerne la région, concerne... Ils sont nombreux sur ce domaine-là. Donc, ce serait bien qu'ils puissent nous expliquer. Moi, je suis pas en poste, donc je ne pouvais pas. Et c'est pas mon travail. Par contre, maintenant, j'ai envie de dire à ces gens-là, et je leur dis d'ailleurs, vous avez des enfants. Vous voulez travailler, il faut trouver une solution. Il faut essayer de trouver une solution. Vous n'allez pas rester chez vous à attendre que le système de la Guadeloupe change. Il n'y a pas de crèche. Je sais que ce n'est pas facile, mais il faut bien... ça veut dire que demain, si vous trouvez un travail, vous direz non. Donc en fait, vous ne travaillez pas parce que vous avez des enfants. Vous voyez, on est toujours en train de chercher ce qui va nous empêcher de réussir. Alors qu'il y a des moyens, l'entourage. Et puis ces enfants, ils ont des pères. Messieurs. Ils ont des pères. Donc, quand on est père, on a une responsabilité. Donc, l'entourage est fondamental. La famille est fondamentale. Il y en a qui arrivent. Il y a des femmes qui arrivent à cumuler des emplois avec des enfants. Voilà, c'est possible. Il ne faut pas que le public ce soir pense que voilà, rien pas à mâcher. Ces politiciens n'ont pas fait travail à eux. Nous ne pouvons pas faire rien. Nous, quand ils nous. Non. Si vous voulez, vous pouvez. Vous allez trouver des solutions. Et c'est ce qu'on dit dans tous les ateliers. Il faut se donner les moyens. Celui qui veut vraiment réussir, il va trouver les moyens. Et il va peut-être ouvrir celui qui ne veut pas vraiment réussir, il va trouver des excuses. Ah, bien. Donc nous, on n'est pas là pour trouver des excuses, c'est vrai, c'est pas parfait, mais par contre, il serait intéressant quand même d'interroger les intéressés. On est d'accord, parce que c'est leur travail. On va les inviter sur ça. Un mot peut-être sur ce point ? Oui, je pense que ce qui a été dit, c'est vrai, il faut de la cohérence dans le système. Parce qu'il y a effectivement des dispositifs, il y a même des financements. Il manque peut-être de la volonté et effectivement de la cohérence, parce que ça manque beaucoup, pas seulement dans ce domaine-là, mais dans beaucoup d'autres d'ailleurs, où nous voyons plein d'incohérences qui nous empêchent d'avancer. Et qui font que, par exemple, on nous dit régulièrement, je ne sais pas moi, si on parle des fonds européens, à la fois qui sont bien utilisés, et qu'on nous dit aussi, oui, mais il y en a beaucoup qui repartent. Donc, il y a des choses aussi à changer dans la mise en place disons-le, des politiques locales qui doivent être beaucoup plus cohérentes, beaucoup plus efficientes. Plus adaptées peut-être à notre plus adaptées aussi. Mais il faut aussi regarder, je crois, avec beaucoup plus d'attention, notre pays et les personnes qui le peuplent. Parce que
quand nous rencontrons des personnes sur nos chantiers, eh bien, on se rend compte de quoi? Premièrement, il y a une croissance extraordinaire des personnes qui sont proches de l'analphabétisme, de l'illettrisme. Il y a une croissance extraordinaire des personnes qui sont dépendantes de substances hallucinogènes. Il y a une croissance extraordinaire, donc, on dira, de l'incivilité par rapport, mais une civilité non pas construite, mais qui se bâtit sur, on dira, une mauvaise éducation, c'est-à-dire une absence d'éducation. Et donc, ça veut dire que quand on travaille sur ces publics-là, avec ces publics-là, donc il faut partir parfois vraiment de la base et construire avec eux des choses dont parfois ils n'ont pas conscience. Et quand on disait tout à l'heure là qu'il y a une insuffisance de communication et que les gens ne savent pas ce qui existe, ben ce qui se passe, c'est que les gens parfois ne savent même pas chercher ce qui existe, y compris ceux qui ont parfois des iPhones, des portables de dernier cri. Eh bien, aller chercher des choses qui leur seront profitables avec ces instruments-là, eh bien, parfois, ils ne le savent pas. Donc, cela veut dire aussi qu'il y a toute une politique éducative, de formation qu'il faudrait adapter bien à notre milieu, à notre pays, parce que on se rend bien compte que le divorce entre ceux qui réussissent bien dans ce système et ceux qui sont complètement largués, eh bien ce divorce-là, il est de plus en plus important. Donc, je crois qu'il y a donc cette cohérence dont on parlait, c'est vrai qu'elle est transversale. Il faudrait la transposer dans plusieurs domaines de la vie locale. Ce que nous disons, par exemple, sur les structures d'insertion, eh bien, les entreprises, les petites entreprises disent à peu près la même chose. Il y a effectivement cette manque de cohérence administrative, budgétaire, financière, qui empêche d'avancer, parce que, encore une fois, il y a des dispositifs qui existent, ce sont des outils, il faut les utiliser. Hein. Nous sommes dans un système européen qui nous donne un certain nombre de moyens, il faut les utiliser à bon escient. Quelle que soit effectivement leur qualité, on dirait, idéologique, mais étant donné que nous avons des besoins, il faut pouvoir donc les contenter et puis les utiliser, donc les moyens qui nous sont donnés pour faire au mieux possible. Mais encore une fois, la population, l'analyse de la population, l'accompagnement de cette population-là est essentiel, parce que les besoins qu'elle fait remonter sont énormes et que je pense qu'ils ne sont pas suffisamment pris en compte. On voit plutôt le haut du panier et pas seulement toutes les personnes qui sont dans le besoin et qui interpellent à haute voix donc les autorités de ce pays. Justement, vous anticipez ma prochaine question. Donc, selon l'INSEE, donc du 24 novembre 2022, nous sommes 314 000 Guadeloupéens. Dans 20 ans, on sera 314 000 Guadeloupéens dans 20 ans et 242 000 en 2070. Visiblement, la population diminue de 0,9% chaque année, c'est beaucoup, et la population est vieillissante. Donc, Madame Décimus, tout à l'heure, vous parliez, c'est vrai qu'au réseau Jeunesse Outre-mer, vous aidez les jeunes qui veulent revenir à le faire. Est-ce que ça, ce sont des choses... Lorsque comment vous mettez l'insertion en place pour le retour? Est-ce que ça, ce sont des choses que vous prenez en compte? Par exemple, vous dites aux gens, voilà, la population est vieillissante. C'est bien d'aller travailler dans les maisons de retraite en France, mais on a besoin aussi de personnes pour travailler dans les maisons de retraite ici. Et est-ce que ce sont des secteurs dans lesquels vous aiguillez les gens qui veulent revenir, ou comment ça fonctionne? C'est totalement le discours qu'on adopte. C'est-à-dire que nous avons des ultramarins qui sont du coup dans l'Hexagone, qui souhaitent rentrer, mais le but c'est que le retour se fasse dans les meilleures conditions possibles et qu'ils ne soient pas du coup dégoûtés par la conjoncture actuelle en Guadeloupe.
Donc on les sensibilise beaucoup à ça. On les coach également pour favoriser leur retour au pays. Et on met en place une action à la fin de l'année 2023 qui s'appelle le Forum Pro Jeunesse. L'idée, c'est vraiment que chaque antenne, parce qu'on est implanté en Martinique, en Guyane, également à Saint-Martin, l'idée, c'est qu'on puisse transmettre lors de ce forum un certain nombre d'offres d'emploi qui sont disponibles sur le territoire pour favoriser du coup ce retour au pays. On travaille également en collaboration avec Mobility Outre-mer qui accompagne dans la recherche de logement ou la recherche d'école pour les enfants des ultramarins qui souhaitent revenir. Et on sensibilise également aux métiers en tension, les secteurs sur lesquels on a des besoins forts ou sur lesquels on a des compétences qu'on ne trouve pas localement. Donc l'idée, c'est de donner la chance aussi aux ultramarins qui ont ces compétences, qui ont réussi à les développer en dehors du territoire, les faire revenir pour favoriser le développement économique de la Guadeloupe. Quand il y a un secteur en tension, comment ça fonctionne? Est-ce que vous dites il y a des offres d'emploi, par exemple, qui disent secteur en tension? Ou est-ce que vous faites des appels aux gens, par exemple, tous les jeunes qui ont étudié les mathématiques, les sciences, etc. Venez, tel jour, il y a un événement et on va vous présenter les métiers. Ça fonctionne comment? Alors, on a pour intention de mettre en place des after-work cette année, justement pour communiquer sur ces métiers en tension et les rendre plus attractifs et les valoriser. Parce qu'il s'agit parfois de métiers qui sont pas suffisamment valorisés, pas suffisamment mis en valeur, qui sont pas suffisamment... comment je peux dire ça qu'on traite parfois de sous-métiers, alors qu'il n'y a pas de sous-métiers, au contraire. Et des fois, ceux qu'on ne pense pas, hein, par exemple, plombier. Exactement. Franchement, un plombier gagne très bien sa vie, hein, mieux que quelqu'un dans un bureau parfois. Hein. Il en manque énormément dans le BTP. Et en plus, oui. il en manque. Et il y a tout est à refaire en Guadeloupe. On a vu tous les ponts sont en train de s'effondrer. Donc, c'est maintenant, les Guadeloupéens, je sais que la France, c'est joli. Et voilà, quoi. La Guadeloupe, c'est encore plus magnifique. Donc, n'hésitez pas à revenir construire des ponts qu'il faut refaire, peut-être. Pourquoi pas. Et en dehors de ça, en dehors du côté salariat, le fait de développer son activité également, si on reprend l'exemple du plombier, indépendamment du fait de travailler du coup en tant que salarié comme plombier, rien ne l'empêche aussi de développer son activité, de se mettre à son compte. Et ce qui est aussi valorisant d'un point de vue personnel, ça permet aussi de valoriser son estime de soi-même. Au niveau de l'insertion pour le retour, est-ce qu'il y a des actions particulières ou pas? Comment ça fonctionne du côté du réseau? Il y a effectivement un certain nombre d'acteurs qui font des actions comme vient de le décrire Cindy de Jeunesse Outre-mer. Il y a par exemple l'association Alévini. Il y a une grosse opération dans quelques jours en fait sur Paris où ils poursuivent un petit peu cette dynamique concrète. Et je pense que plus tous ces acteurs-là pourront mettre en place une synergie, plus on pourra voir les résultats, parce qu'effectivement, les projections sont dramatiques hein, au niveau démographique pour l'avenir. Mais notre jeunesse, je pense, est capable de retourner la tendance. En plus. Ouais. Ils sont capables de retourner la tendance, vraiment, vraiment. Et l'embryon de ce qu'on voit qui est en train d'être mis en place, que ce soit avec Alévini Guadeloupe ou que ce soit avec les autres structures, on sent que il y aura un avant et un après. Puisque tous ceux qui sont en train de mettre en place en ce moment, ça fait une vingtaine d'années que le pays en a besoin. Et maintenant, c'est en train de se mettre en place. On a l'impression que c'est un peu trop tard parce qu'on voit que voilà, il y a la gangrène partout, c'est très compliqué. Mais c'est en cours. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème avec les parents, avec la mentalité des parents? Tout à l'heure, vous parliez de l'entourage des gens lorsqu'ils veulent faire un projet. Bien souvent, les gens, quand ils élèvent des enfants, c'est dans le but d'être fonctionnaires et de partir sur le territoire hexagonal. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer ça dans nos mentalités pour pouvoir réussir l'insertion professionnelle, le développement des emplois, la création, je ne sais pas, le sel, par exemple, en fait, une filière du sel? C'est vrai que moi, ce que je peux dire par rapport à mon secteur d'activité, quand on accompagne l'humain, on constate beaucoup que ces personnes sont constamment sur les réseaux sociaux à relayer des informations négatives, mortifères. La pensée est créatrice. Quand vous alimentez vos pensées qu'avec des choses comme ça, vous voyez le monde noir, tout noir. Je sais que ça peut paraître simple ce que je dis, mais malheureusement, c'est comme ça que la vie fonctionne. On confirme ce en quoi on croit.
Donc, si on pense qu'en Guadeloupe, tout est bouché, rien n'est possible, eh ben, effectivement, on va se dire que ce n'est pas possible et on va partir. Donc, effectivement, il y a des dispositifs qui vont faire une jeunesse qualifiée, ils ont fait des études, ils vont revenir en Guadeloupe, mais la jeunesse qui est en Guadeloupe, celle qui n'a pas de grande qualification. Donc, en fait, ils se croient nuls, en fait. Ils se croient nuls. Et lorsqu'ils essaient de croire en eux, comme ils n'ont pas l'entourage bienveillant, c'est compliqué. Je donne un exemple. Un jeune veut lancer un business, mais normalement, toute sa famille doit venir acheter dans son business. Oui, c'est vrai. Tous ses voisins, tout le monde doit venir acheter dans son business. Tout le monde doit le pousser. Comme le font les autres communautés sur le Exactement. territoire. Un jeune est en recherche d'emploi. Toute sa famille doit se débrouiller pour garder son enfant. C'est comme ça nous lever. Tout le monde qui est avocat, je dis là, qui met l'école, tous ces mondes-là, ça, c'est un lac où ils ont levé. Les UTK et la ville pour apprendre l'école, à part qu'à famille à UTI. Donc la solidarité, elle existait. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas. Mais nous devons, et surtout les générations dessus, les parents de maintenant, nous devons croire en nos enfants. Nous devons les pousser. Lorsqu'ils ont un entretien, nous devons les valoriser, en fait. Il faut valoriser cette jeunesse-là. Et un jeune qui est dans le ghetto et qui a un business, il a des talents d'entrepreneur. Alors, il est certes peut-être dans une activité illicite, mais il déploie des gestionnaire. Tout à fait, il déploie des talents. Donc, il faut vraiment croire en cette jeunesse. Et je parle dans tous les secteurs. On essaie trop de laisser croire qu'il faut travailler en bureau, bien climatisé, tout ça. Et il y a même des personnes aujourd'hui, alors, ouais, tu nous as dit de parler franchement, on parle franchement. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de travailler. Oui. Parce qu'ils se disent, je vais travailler avec un SMIC, avec mes enfants, j'ai la CAF, à côté je job. Ou bien un couple qui a un enfant. Eh bien, on ne va pas reconnaître l'enfant pour avoir les allocations. On peut comprendre, ce sont des situations de précarité. On peut comprendre. Mais en essayant de profiter de ce système par ce biais-là, on se met hors jeu. Alors que si on assume ses responsabilités et qu'on veut réussir par le travail, on devient gagnant. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que vous allez perdre en allocation en reconnaissant votre enfant, vous serez obligé de vous lever le matin pour aller travailler, mais vous allez gagner beaucoup plus avec cette envie de travailler pour nourrir votre enfant. Et ça, il faut changer de paradigme et il faut se remettre en question aussi. Voilà. Parce que sur le canapé, c'est pas possible de trouver un emploi. Alors je sais, attention, qu'on se comprenne bien, il y a des situations dramatiques, hein, qu'on se comprenne bien. Il y a de l'illettrisme, il y a des cas qui sont vraiment complexes. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Donc le système est là pour aider, il n'est pas là pour endormir. Voilà ce que je voulais dire. D'accord. En début d'émission, on a dit qu'il y a des choses qui fonctionneront jamais. Comme quoi, par exemple? Alors, peut-être que je n'ai pas été assez clair, mais ce dont j'ai parlé tout à l'heure, les projets qui se mettent en place, par exemple, là, il y a il y a une élection qui vient de se faire. Les personnes de la majorité, que ce soit à l'échelle communale, à l'échelle régionale ou même présidentielle, si vous voulez, ils ont le vent en poupe après l'élection. Toutes les vannes sont ouvertes. Le projet qu'ils avaient dans les tiroirs va passer en commission. Il va être mis en place. On ne fait aucune veille. Pas tenir à rien qu'à fait avant, en fait. Donc, c'est le premier monde qui te rappelle l'idée là, c'est mon ça. Donc, la Guadeloupe créée l'année à élection là, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut faire une veille. Qu'est-ce qui se faisait sur ce terrain-là? Qui était là? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Oui, et au moment, juste avant de voter subvention à PEP là, nous regardons, bon, dans ce secteur, OK, il y avait ça, 50%, c'est des gens, ils payaient toujours, mais ils dans les tiroirs. Est-ce qu'il n'y a pas de moyen que certains d'entre eux, peut-être qu'ils étaient d'accord? Mais il y a 26 projets là, ça. Peut-être qu'ils sont d'accord. Il y a une famille à eux aussi, qui ont la rue là, c'est mon ça. C'est pas pour plaisir qu'ils sont au placard. C'est parce qu'après ça, il y a d'autres gens qui gagnent l'élection et qu'ils mettent à droite, à côté. D'accord? Si on fait ces veilles-là, que ce soit au niveau communal, que ce soit au niveau intercommunal, que ce soit au niveau région, au niveau l'ASOV, mais mettre en place cette veille et réaliser les deux éléments, mutualiser, parce qu'une fois que tu as fait la veille, tu sais qui était là. Tu sais qu'il y a des locaux qui sont vides, qui sont payés. Tu sais qu'il y a du personnel qui peut être mis à disposition. Et ils étaient contents des vignes là, ils ont une deuxième vie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour ne pas crier, c'est pour ça que je voulais aussi donner une grosse force aux associations qui se battent. Yo là, ça fait 20 ans, yo là, yo ka goumé, pas pour le monde qui bat, yo pour faveur. Parce qu'une fois, yo avait là, il y avait tel maire. Finalement, l'autre maire l'a passé, eh bien, il n'y a pas rien, mais il continue à faire action là. Vous voyez?
Après ça, l'autre met la gagné, boum, eh ben, c'était les beaux jours, il a embauché. Après ça, l'autre met la pède, boum, eh ben, il se retrouve en banqueroute. Mais il n'a pas jamais abandonné ces jeunes-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il n'a pas tiré si politique. C'est rien, j'explique le système. Et aujourd'hui, tu m'as demandé qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Eh bien, ce qui ne fonctionne pas, c'est que le très beau projet, qui est très équilibré, qui est magnifique, qui va même avoir des prix nationaux, comme beaucoup de projets guadeloupéens, parce qu'on a des autobitins, franchement, nous compte de ça peut-être après, mais nous vraiment forts au niveau mondial. Oui, ça, Ce qu'on veut dire, ça vraiment, nous vraiment très fort. Nous ni les projets pour ça. Il faut nous arrêter de mettre en place ce projet sans faire veille. Parce que j'ai des gens qui là, peut-être pas tout qui est d'accord. Il faut les aider, il faut les accompagner. Mais il faut fonctionner avec eux. Et de toute façon, comme disait Gilles tout à l'heure, la situation, elle est déjà tellement dramatique qu'aujourd'hui, là, c'est le moment de se mettre ensemble. Nous, ni Simone, nous, ni voisins, nous, ni cousins, c'est nous tous qui en la là. Là, nous avons parlé des gens qui ont réussi. Sincèrement, moi, je des gens qui ont profité. Je ne sais pas si les gens qui ont réussi. Je sais pas si les gens qui ont profité. Parce qu'ils savent qu'elle est à y compter, ils reprennent l'argent là toujours. Mais aujourd'hui, là, quelqu'un qui réussit, on a besoin de montrer qui est. Parce que les 4 travail, c'est l'État qui a payé avec toutes ces dettes-là. D'accord? Et les 4 trouvent un moyen de trouver une solution. Le reste des problèmes, c'est le reste de la population à qui se retrouve des fois à devoir de l'argent. D'accord? Donc moi, aujourd'hui, là, je dis que c'est le moment. D'accord? Ni ça qu'à profiter, je peux tirer si je suis sauvé. Moi, pas perdre d'énergie en moi. Ça qui veut fonctionne, mutualisons, communiquons et on nous garde. D'accord? Après ça qui veut perdre temps, yo critiquer mon machin dans la politique, fait biter aux autres, mais en quelle service après l'élection là. Alors, et là, pour finir cette émission sur l'insertion professionnelle en Guadeloupe, là, en 2023, quels sont les dispositifs que vous avez mis en place? Quels sont vos projets? Quelles sont les choses à venir? Parce que je sens déjà que ça va être très intéressant cette année. Allez-y, je sais que vous avez un événement bientôt. Pour notre part, donc Jeunesse Outre-mer lance la troisième session du dispositif Insertion Plus, où on propose un accompagnement de 3 mois intensif aux jeunes âgés entre 18 et 30 ans pour leur permettre de favoriser leur insertion professionnelle. Donc on va les accompagner dans leur recherche d'emploi. On va également les former à l'outil bureautique, parce que comme l'a dit tout à l'heure Juanito, c'est pas tout de se servir d'un téléphone portable, tout est dématérialisé maintenant, donc l'idée c'est vraiment de maîtriser cet outil informatique et l'utiliser à bon escient. Apprendre à utiliser des outils collaboratifs pour pouvoir travailler également avec des collaborateurs par la suite. On propose également du coaching lors de ce dispositif, et on travaille également la posture à adopter lors des entretiens avec des recruteurs, et on leur apprend à valoriser leur image professionnelle également, pour pouvoir se présenter aussi de manière convenable. Donc ça va commencer à partir du mois de mars, et les inscriptions sont déjà ouvertes. Pour ça, les personnes intéressées peuvent se rendre sur notre site internet www.jeunesseoutremer.org. À ce moment-là, il y a un pop-up qui va s'afficher, et vous avez juste un formulaire à remplir. Et à ce moment-là, on reprendra contact avec vous. Super. Monsieur Valétudi, quels sont vos projets, vous, pour l'insertion? Les projets, c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire que nous intervenons en ce moment avec la commune de Trois-Rivières, avec celle de Vieux-Fort, et puis maintenant avec celle de Pointe-à-Pitre, avec donc des jeunes qui sont effectivement sous des dispositifs d'insertion. Eh bien, c'est très simple. Nous essayons de les réconcilier avec leur milieu, avec leur culture, avec leur histoire, parce qu'on a vu, il y a plein de choses à déconstruire dans leur mentalité. Pas plus tard que ce matin, il y a un jeune qui est en train de créer son entreprise, qui a déjà commencé, qui est déjà en train de quasiment de gagner de l'argent avec son entreprise. Et il me dit, bon, oui, mais j'aimerais bien être embauché à la mairie. Bon, donc ça veut dire qu'il y a des choses à déconstruire, effectivement, c'est ce qu'on essaie de faire. Et comment, en les plongeant dans leur culture, dans leur histoire, dans leur patrimoine, on essaie de leur dire, de leur redire comment était leur histoire, les choses, les gens, et qui n'étaient pas ce qu'ils croient, qu'ils ne savaient pas ou bien qu'ils ne voulaient pas voir. Donc on essaie effectivement de les réconcilier avec tout ça. Histoire, culture, patrimoine, et bien, les nouvelles technologies, et puis leur environnement, la nature, leurs plantes,
les capacités qu'ils ont à agir sur leur environnement, non seulement sur leur environnement social, physique, mais aussi sur les plantes, sur la nature, le pourquoi des phénomènes tels que l'augmentation du niveau des mers, la fameuse couche d'ozone qu'on est en train de percer avec les produits effectivement qu'on utilise à mauvais escient. C'est vrai que c'est très créatif. Donc, c'est un petit peu, on les met sur ces dynamiques-là parce que nous pensons que c'est en ayant cette politique-là que nous allons les amener à être responsables, à être acteurs, à être fondateurs de leur pays, de leur Guadeloupe, qu'ils puissent effectivement la respecter et faire avec elle, et faire qu'elle puisse se transformer à leur propre avantage. Et donc c'est pourquoi, en fait, même les aspects démographiques dont nous avons parlé, personnellement, la démographie, ça ne m'inquiète pas trop, puisque le monde a toujours connu des aléas démographiques. Je pense que la Guadeloupe, à un moment, était à 200, 100, 200, a augmenté sa population. Sa population décroît. Elle va recommencer à croître de toute façon, peut-être pas avec les mêmes personnes. Mais ça va être un problème. Peut-être pas avec les mêmes personnes. Oui, mais la vie de... On va changer de pays, là, attention, la population. Oui, mais la vie sur Terre, la vie de la planète, c'est ça. Il y a toujours eu des mutations, des migrations, des transformations, des changements. Heureusement d'ailleurs, puisque c'est en se transformant et en se mélangeant que l'espèce humaine peut effectivement arriver à exister, à subsister. Donc, certainement, la démographie va faire. De toute façon, les prévisions démographiques elles-mêmes ont toujours donné des surprises aux démographes. Parce que des choses qu'on prévoyait il y a 20 ans, c'est pas ce qui s'est produit. Donc, il y a des pays qui vont effectivement émerger. Je pense que la Guadeloupe va pouvoir se tirer d'affaire parce que, tout simplement, il y a déjà, c'est vrai, des populations nouvelles, on dira, mais cela va créer simplement des dynamiques nouvelles. Et je pense qu'à ce niveau-là, il ne faut pas avoir peur de cela. Par contre, c'est vrai qu'il faut que les gens soient en accord avec leur environnement. C'est ce que nous essayons de faire. Merci beaucoup. Nicolas, quels sont les projets pour vous pour 2023? Quelles sont les choses qui vont être mises en place avec la jeunesse? Alors, au niveau du réseau DMJ, par exemple, il va y avoir donc la poursuite de la transition, puisqu'on sait que, comme beaucoup de structures, il faut se rendre à l'évidence sur le fait qu'il y a des modèles qui ne fonctionnent pas, notamment, on annoncera durant l'année, on en parlera un petit peu plus. Mais en gros, on essaie de faire en sorte que les choses qui ont fonctionné ne disparaissent pas. Et l'objectif, c'est qu'en 2023, dans le cadre d'une nouvelle instance ou de nouvelles choses qui peuvent être mises en place, toute l'expertise de ces 20 dernières années soit mise à disposition pour les années à venir. Avec les éléments dont on a parlé tout à l'heure, ces mutualisations et cette communication, parce que les forces vives sont là. Donc après, en termes de projet, ça se traduit par les permanences jeunesse qui se poursuivent chaque semaine sur les teams étudiantes, les teams quartiers, notamment le jeudi avec la fédération FEV, la fédération donc des plus de 60 structures donc espaces de vie sociaux et centres sociaux de Guadeloupe. C'est historique, c'est la première fois que ça se met en place. Et là, nous avons commencé par les Français dans ça. Bon, créole peut-être aussi. Mais en gros, si vous voulez, beaucoup de choses se mettent en place. Les permanences régulières, les séminaires jeunesse en Guadeloupe, mais aussi dans le monde. Et la communication se fera. Il ne faut surtout pas oublier tout ça qui veut porter en gamme. Zopé, choisir une association ou azote. Oui, quelle que soit l'association. Et si pas ni pour nous appeler, créer temps et porter gamin, communiquer. Depuis vous voyez un butin sur Internet qui est intéressé, partager, cliquer j'aime, identifier mon. À pas pour le monde qui fait bon nous, si nous pas qu'à faire nous-mêmes. D'accord? C'est ça qui est prévu en 2023 et ça nous peut faire tous ensemble. Il ne faut pas nous faire nous piéger par rapport à d'autres appétits, à rapport à d'autres mondes. D'accord? L'important, c'est d'agir concrètement. Voilà. Merci. Ok, moi, 2023, j'ai envie de lancer un appel pendant janvier, premier week-end de janvier. Lancer un appel d'abord aux bénéficiaires pour qu'ils puissent se remettre en question sur leur attitude, avoir de la volonté, la valeur travail, le goût de l'effort. Parce que c'est facile de dire l'autre, mais bon, voilà quoi. C'est toi qui as besoin, donc tu dois te bouger. Je sais que ça ne plaît pas comme discours, mais je lance un appel à ces personnes qu'elles se remettent en question avec les moyens qu'elles ont. Et puis, ne cherchez pas à faire de l'argent.
Faites quelque chose que vous aimez. Tout le monde a un talent. Développez-vous dans votre talent. Faites une activité dans laquelle quelque chose qui vous anime. Et naturellement, l'argent va venir après. Et le deuxième appel, c'est un appel pour les coachs. Parce que les coachs professionnels certifiés, c'est un métier qui est très développé dans le monde de l'entreprise. Moi, à la base, j'accompagne des chefs d'entreprise, j'interviens en entreprise. C'est une démarche volontaire de ma part d'intervenir auprès de publics sensibles. Parce qu'on ne peut pas... DMJ, c'est le premier endroit où j'ai intervenu, c'était gratuitement. Il y a quelques années, Jeunesse Outre-mer, je suis intégré à Jeunesse Outre-mer, je peux intervenir en tant que prestataire, mais je suis adhérent à Jeunesse Outre-mer. Donc, il faut que les coachs sortent aussi des tours glacés et aillent vers la population. Et pour le manifester, ben, tout ça qu'il y a association de quartier, je peux crier moi, 06 90 74 29 77. Nous que font atelier sur l'état d'esprit, sur le mindset. Pas comme rien, mais il faut que chacun avec ses compétences. Avant le coaching en Guadeloupe, on se moquait. Maintenant, on se rend compte en fait que tous les grands se font coacher, que c'est une vraie discipline. Et nous avons un problème d'estime de nous-mêmes. Donc, si nous avons un problème avec vous-même, vous pouvez interagir avec l'autre là. Donc, tous les coachs professionnels, il y en a beaucoup en Guadeloupe. Il y a beaucoup de coachs qui se forment. Donc, vous pouvez gagner votre vie dans les entreprises. OK. Mais vous pouvez aussi contribuer à la société. Oui, voilà. D'accord. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, on va essayer de faire une émission sur toute cette histoire d'infirmières en grève. Qu'est-ce qui se passe avec le gouvernement? Bientôt, il n'y aura plus du tout de soignants. Et ça, c'est surtout les territoires, rassurez-vous tout de suite. En tout cas, merci à tous pour votre participation. On fera un suivi dans l'année pour reparler de l'insertion. Et si vous avez des choses à rajouter, comme ça, vous pourrez les rajouter. Et vous me direz quelles sont les personnes qu'il faut inviter. Donc, on appellera soit la région, soit le département, qui sont toujours prêts à proposer quelqu'un pour participer, pour pouvoir vous répondre s'il y a quelque chose qui fonctionne pas ou une information qui est mal passée. Merci de nous avoir suivis. Bonne semaine, bon week-end, bien évidemment. À vendredi prochain. Au revoir.